Bonjour, merci d'être avec nous pour ce premier numéro de Dimanche en politique, le nouveau rendez-vous régional et national de France 3, avec un invité au cœur de l'actualité, Christophe Sirugue. Bonjour. Bonjour Christophe Sirugue. On vous avait reçu l'an dernier comme rapporteur de la célèbre loi travail. Vous voilà depuis une grosse semaine, secrétaire d'État à l'industrie. Et au cœur de l'actualité, avec l'annonce de la fermeture du site Alstom de Belfort, on va bien sûr en parler. Et ce sera une façon concrète de tenter de répondre à notre question du jour. L'industrie a-t-elle encore un avenir en France ? Mais d'abord, et c'est plus personnel, vous entrez au gouvernement à 9 mois de la fin du quinquennat dans une ambiance compliquée. Qu'allez-vous faire dans cette galère ? Je crois que je vais servir mon pays, tout simplement. Et en plus, sur une thématique où, très sincèrement, la question de la durée, ce n'est pas forcément la problématique principale. La problématique principale, c'est d'accompagner les entreprises, d'accompagner les filières, d'accompagner les salariés. Et vous savez comme moi que parfois la vie d'une entreprise, elle se joue en quelques semaines. Donc j'ai quelques mois pour essayer de jouer ce rôle fort, parce que je pense qu'on a besoin d'un rôle fort du gouvernement aux côtés des entreprises. Avec ironie, c'était une dernière chance d'être ministre ou secrétaire d'État ? Bon, heureusement qu'on ne vit pas que pour ça, parce que franchement, il y aurait beaucoup de déçus. Je disais pour commencer, Alstom a annoncé la fermeture de son site de Belfort. Il faut que j'arrive à lire mieux sans lunettes. Voilà. De façon plus ramassée, Alstom vend moins de trains. Alstom réduit son activité. En quoi le ministre de l'Industrie doit-il intervenir ? Parce que c'est la vie d'une entreprise. Alstom a des salariés extrêmement performants. Alstom a des commandes qui sont certes dans un calendrier qui est difficile par rapport aux années qui viennent, mais lorsque l'on parle par exemple du TGV du futur, ça veut bien dire qu'il y a un marché potentiel, et par ailleurs on a des salariés qui ont la formation nécessaire. Donc toute la question qui est posée, c'est de savoir comment on gère cette période difficile, et très sincèrement, je trouve que la réponse très abrupte du PDG d'Alstom n'est pas compatible avec la stratégie industrielle que le gouvernement entend soutenir. Qu'est-ce que c'est ? C'est une négociation qui a commencé. Alstom tape fort en espérant que le gouvernement va lui demander de fabriquer des trains pour revenir sur sa décision. C'est ça qui se passe en ce moment ? Je pense qu'il y a une déclaration d'Alstom qui, à mon sens, est une déclaration un peu facile. Tout simplement parce qu'il est, lui aussi, responsable de la stratégie industrielle de son entreprise. Et en même temps, le gouvernement a dit très clairement que la filière ferroviaire, c'était une filière d'avenir. Et donc, ce que je lui ai reproché lorsque je l'ai vu, c'est de ne pas avoir fait cette confrontation entre l'analyse qui est la sienne et qui tient compte de réalité, la baisse, en effet, du carnet de commandes pour les prochaines années, et en même temps la volonté du gouvernement, qui l'a montré. TGV du futur, c'est quand même bien une volonté du gouvernement qui est derrière. Lorsqu'il y a les différentes commandes qui sont faites sur l'intercité, c'est bien la volonté du gouvernement qui est derrière. Donc il y a une urgence à trouver ce lien qui ne s'est pas fait. En même temps, Alstom n'a pas eu des contrats récents qu'ils espéraient avoir et des contrats pour la France. Oui, et en même temps... Alors, il faut quoi ? Est-ce qu'il faut du protectionnisme ? Est-ce qu'il faut que l'État français dise tous les trains qui doivent rouler en France, c'est Alstom qui les fait ? Mais vous ne pouvez pas faire ça, tout simplement parce que Alstom réussit à l'étranger aussi. Et donc, moi je rappelle très clairement, 74% des exportations dans notre pays sont des exportations industrielles. Si vous commencez à penser qu'en mettant des barrières, vous allez vous protéger, certes, vous allez avoir forcément le retour de la part des autres pays et donc une mise en cause de nos productions, de nos exportations. Donc il faut que nous ayons plutôt une réflexion sur le fond qui est de dire comment un territoire comme Belfort, qui a un potentiel, qui a un avenir industriel, comment est-ce qu'on fait pour diversifier probablement une partie de son activité et en effet essayer de voir comment des commandes peuvent l'accompagner. Il y a d'autres sites, Alstom, le Creusot par exemple, qui est un gros site. Est-ce que dans la discussion, il y a en réalité les autres sites d'Alstom ou pas du tout ? Mais on ne peut pas saucissonner les différents sites. Encore une fois, une entreprise comme Alstom, c'est une stratégie industrielle globale, avec des marchés différents, marchés à l'étranger, marchés intérieurs. Et nous, qui sommes partie prenante du capital d'Alstom, nous disons très clairement, nous ne voulons pas être les spectateurs ou simplement être là pour amener du capital. Nous voulons être aussi partie prenante de la discussion. C'est ce que j'ai dit très clairement. Et les choses se sont faites de manière rapide parce que j'ai considéré que cette annonce, dans une période de changement de ministre, me paraissait un peu suspecte. Mais dans le communiqué qu'a publié le ministère de l'Économie, communiqué conjoint de Michel Sapin et de vous-même, le mot d'opposition n'est jamais cité. Est-ce qu'on doit comprendre que vous ne pourrez pas vous opposer à la décision d'Alstom au final, ou que le gouvernement a déjà acté éventuellement la fermeture ? Non, le gouvernement n'a pas acté la fermeture. Les choses sont très claires de ce point de vue-là.
Deuxième élément, nous avons demandé qu'il y ait un échange sur le projet, sur le fond, et y compris sur les incidences que le PDG d'Alstom considère comme inéluctables. Nous ne considérons pas que la fermeture de Belfort soit inéluctable. Je le dis très clairement ici, nous ne le considérons pas, et nous voulons travailler sur l'ensemble des sites. En effet, sur le site de La Rochelle, sur le site de Belfort, sur les autres sites qui sont implantés en France, tout simplement parce que nous avons besoin de dynamiser cette filière. Ornans en Franche-Comté qui s'inquiète aussi, deuxième site. Ouais. C'est bien pour ça qu'il ne faut pas se focaliser sur Belfort, même si Belfort est aujourd'hui au cœur de l'actualité. Quelle est la ligne rouge sur ce dossier pour le gouvernement? C'est-à-dire que au-delà de laquelle, là vous direz non, non, non. Je pense que la ligne rouge, c'est celle qui sacrifie la stratégie qui a été mise en place par le gouvernement en termes de dynamique industrielle. C'est celle-là, la ligne. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement, dans tous ses choix depuis maintenant plusieurs mois, a défini 9 secteurs prioritaires sur lesquels nous avons des enjeux de stratégie et des enjeux de reconquête industrielle. Le ferroviaire fait partie de ces 9 secteurs-là. À l'évidence, une entreprise importante dans le domaine du ferroviaire, comme Alstom, qui considérerait qu'elle est finalement pas tenue de participer de cette dynamique globale et collective, je considère que ce serait là le franchissement de la ligne rouge que vous évoquez. Ce que vous pensez, c'est qu'Alstom doit faire le gros dos, attendre d'avoir de nouveaux contrats, attendre que ça aille mieux. C'est ça qu'ils doivent faire, en fait, et pas fermer Belfort? Je considère que Alstom doit considérer le marché intérieur avec la même force qu'il le fait sur l'exportation. Voilà, ce qui sous-entend que ça va très bien quand ils vendent des trains aux Pays-Bas, en Italie? Ce sera au cœur des échanges avec eux. Ça peut bouger encore sur Alstom? C'est-à-dire qu'en gros, le PDG d'Alstom, il peut encore revenir en arrière. Est-ce que les salariés d'Alstom qui vous écoutent là, ils ont le droit d'espérer à Belfort? La presse nationale de ce matin évoque le rendez-vous de demain matin avec le président de la République. Ça veut bien dire que la mobilisation est au plus haut niveau et que nous ne considérons pas que l'annonce est une annonce dont nous ne pouvons pas discuter, de tous les termes. L'État est le plus gros actionnaire d'Alstom avec 20%. Est-ce que ça donne à l'État réellement un bras de levier ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça? Ça lui donne une obligation d'intervention. Encore une fois, vous ne pouvez pas être partie prenante d'un conseil d'administration et ne pas avoir votre mot à dire. 20% en même temps, c'est pas... Mais est-ce que ça a été discuté au conseil d'administration, ça? Eh bien non, c'est bien tout le problème. C'est que l'annonce a été faite, en gros, dans une réunion informelle, sans même prendre le soin de faire remonter cette information vers le gouvernement, pas même vers celui qui siège pour notre compte dans le conseil d'administration. Franchement, je ne suis pas sûr que ce soit les bonnes conditions de démarrage de discussion, mais on lui a rappelé. Et vous allez continuer à lui rappeler? Ah, très clairement, et tous les jours. On va étendre, en partant d'Alstom, le sujet de l'industrie, puisque c'est votre portefeuille principal, en rappelant d'ailleurs que dans la deuxième partie de cette émission, à partir de 2015, c'est Pierre Moscovici, commissaire européen socialiste, qui sera l'invité de Francis Letellier, qui connaît bien le sujet, puisqu'il a été ministre de l'économie et qu'il a surtout été élu du territoire de Belfort. On va donc avancer sur le sujet de l'industrie, et pour élargir le sujet et se poser la question, est-ce que l'industrie peut exister encore en France? On va écouter quelqu'un que vous connaissez bien, à plusieurs titres. C'est André Billardon, ancien maire socialiste du Creusot. Le Creusot, une ville frappée de plein fouet 83-84 par la crise industrielle, et une ville qui a cru en l'industrie et qui aujourd'hui est revenue à son niveau d'emploi de cette époque-là, ce qui est assez rare. On écoute tout de suite André Billardon. Après tout, si l'avenir n'est pas industriel, il n'y a peut-être pas d'avenir pour le Creusot. Et donc il faut mettre le paquet sur la question industrielle. Ça, c'est un raisonnement qui s'est construit depuis 1985 jusque dans les années 2000, au fil du temps. Vous pensiez que ça marcherait aussi bien, la réindustrialisation du Creusot, qu'en 84? Non, impossible à penser. Non, on n'avait pas prévu la situation d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, la situation, sinon heureuse, du moins, il y a des atouts, il y a un socle industriel, il y a des entreprises qui sont dans la mondialisation. Il y a un avenir? Il y a un avenir, à coup sûr un avenir. Car l'industrie a un avenir, y compris dans des pays développés, je l'ai toujours cru. D'ailleurs, le modèle américain l'a montré. André Billardon, c'est quelqu'un avec qui vous avez commencé en politique? C'est quelqu'un à qui je dois beaucoup, en effet. Et comme je suis plutôt quelqu'un de fidèle, c'est clair que j'ai bien l'intention de le démontrer, d'abord parce que je me retrouve très clairement dans ce que dit André Billardon. Je pense qu'il a fait la démonstration sur le territoire du Creusot qu'il y avait un avenir industriel. Et je pense la même chose au niveau national. Mais alors pourquoi ça marche au Creusot? Pourquoi ça n'a pas marché en Lorraine, par exemple? Où les aciéries, puis on a vu Gandrange, on a vu Florange. Enfin. Mais parce qu'il y a, à l'évidence, des nécessités de diversification, y compris dans la filière industrielle. Il y a des nécessités de modernisation, d'adaptation.
Et puis, il y a des filières sur lesquelles, forcément, il y a un potentiel plus fort que d'autres. Croire en l'industrie, ça ne veut pas dire que rien ne bouge. Croire en l'industrie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, à un moment, une nécessité, quand on parle de l'industrie du futur, puisque c'est un chantier important qui a été ouvert par le gouvernement. L'industrie du futur, ce n'est pas simplement l'industrie des nouvelles technologies. C'est comment est-ce qu'on accompagne, par de l'investissement, par la croyance que l'on peut avoir dans l'intelligence de nos ingénieurs, de nos équipes, comment est-ce que l'on fait pour mobiliser les moyens de telle sorte que nos entreprises, nos industries, finalement, franchissent ces étapes de modernisation. Et puis, enfin, je le dis ici, il y a un moment où j'entends bien que c'est compliqué. On a beaucoup de propension à parler de nos entreprises qui ont des difficultés. Ce serait tellement bien qu'on parle aussi de toutes celles qui gagnent des marchés, qui vont conquérir des marchés à l'extérieur et à l'intérieur. Et très sincèrement, dans la pochette que j'ai trouvée en arrivant dans mon ministère, il y a aussi toutes celles-ci, toutes celles qui réussissent. Dans la part de l'économie française, c'est quoi l'industrie? Que les gens comprennent bien. Aujourd'hui, c'est à peu près 14,3% du PIB, donc c'est quelque chose de relativement important. Et puis surtout, c'est une chaîne en cascade qui est extrêmement essentielle également. J'évoquais la Lorraine tout à l'heure, je voulais vous soumettre une phrase qu'avait déclaré Lakshmi Mittal, qui était l'ennemi public numéro 1 en France à cette époque-là. C'est le patron de Mittal qui souhaitait fermer Florange. Il a déclaré: en France, le coût du travail est 20% plus élevé qu'en Espagne et votre droit du travail reste encore trop rigide. C'est ce qu'il disait en gros aussi pour fermer des sites. L'État peut faire quoi par rapport à ça? Parce que là, c'est un grand patron international qui dit: moi, en France, je gagne plus assez d'argent, donc je m'en vais, quoi. Je crois que le gouvernement, d'abord, a montré sa volonté d'accompagner les entreprises. Le CICE, les plans qui ont été développés participent de cette volonté-là. Et non pas, comme je l'entends parfois, pour faire des cadeaux aux patrons. Et tout simplement parce que nous avons besoin de renforcer la compétitivité de nos entreprises. Et je note d'ailleurs qu'aujourd'hui, nous avons réussi à revenir en deçà de l'Allemagne, par exemple, lorsque l'on fait une comparaison horaire de ce que représente le travail. Donc, aujourd'hui, nous avons avancé sur ces questions-là. Nous devons continuer. C'est un combat permanent, c'est un combat essentiel. Et encore une fois, ne faisons pas ce, geste un peu dangereux qui serait de considérer qu'il y a les salariés d'un côté et les patrons de l'autre. Une entreprise, c'est des employeurs, ce sont des salariés, et c'est cette communauté-là qui fait que ça réussit ou pas. Est-ce qu'elle est attractive, la France, pour des patrons de l'industrie dans le monde? Écoutez, quand je regarde les discussions qui s'engagent après le Brexit, je pense qu'en effet, la France est relativement intéressante. Elle a un vrai potentiel, elle a des vrais chercheurs, elle a des vraies filières. Et ça, ce sont des éléments qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres territoires. Je vous soumets une autre phrase d'un socialiste, cette fois, Lionel Jospin, qui avait déclaré, ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque, vous vous en souvenez sûrement: il ne faut pas tout attendre de l'État, ce n'est pas avec la loi qu'on régule l'économie. Sous-entendu, il peut faire quoi, le ministre, par rapport à des grandes entreprises, en fait? En tout cas, pour ce qui me concerne, je ne ferai pas de déclaration comme d'autres, laissant à penser que tout va se régler, disant aux salariés qu'il n'y a pas de difficulté, on va s'en occuper. Moi, ce que je dis, c'est: venez autour de la table, les représentants des salariés, les employeurs, travaillons ensemble, disons-nous les choses, soyons honnêtes dans la présentation des choses. Quand il y a une difficulté, disons qu'il y a une difficulté. Mais quand il y a des capacités, sachons aussi trouver les moyens de prendre toutes les décisions possibles pour qu'on puisse réussir. Vous avez eu à négocier avec Kodak, vous? C'était une expérience, c'est un grand groupe. Dans une situation particulière, parce que Kodak, c'était simple, comme il pouvait de toute façon plus vendre d'appareils photo argentiques, il fermait tout. Oui. Donc il n'y avait pas grand-chose à négocier. Alors, je rappelle quand même qu'on a eu à négocier un contrat de site qui a été parmi le plus important de France, 163 millions d'euros. Que ce contrat de site, il a fallu se battre pour que ce ne soit pas simplement de la route, des infrastructures, mais que ce soit de l'aide pour une reconversion industrielle qui s'opère. Si on a pu, à Chalon-sur-Saône, réaménager Sonéor, toute cette zone industrielle nord qui aujourd'hui réussit, c'est aussi parce que nous avons eu ces accompagnements. Quand on a accueilli Amazon, par exemple, dont j'apprends et avec plaisir qu'il y a encore des contrats à durée indéterminée supplémentaires par rapport à ce que nous avions programmé, c'est bien l'ensemble de cette réflexion. Et c'est bien pour dire que dans un territoire, et c'est à peu près la même chose au niveau national, à un moment, il n'y a pas de fatalité. Il y a des coups durs, ça peut arriver, malheureusement, mais il n'y a pas de fatalité. Et donc, si on travaille ensemble, si on ne se cherche pas des querelles qui n'ont pas lieu d'être,
il faut que nous soyons là pour accompagner nos entreprises. Vous parlez de coups durs, 2 exemples dans votre département, Sfar à Montchanin. Là, il y a un projet de reprise, il semble que les propriétaires précédents mettent des... Et puis Alia à Digoin. Mais deux situations différentes. Situations très le différentes. ministre, ancien député de ce département, il regarde de très près ces dossiers-là? Je regarde tous les dossiers qui dépendent de mon ministère, mais à l'évidence, sur le dossier Sfar de Montchanin, c'était un sujet que je suivais quasiment tous les jours dans les semaines précédentes. La commissaire au redressement productif de Bourgogne accompagne de manière très forte. Ils existent toujours, les commissaires au redressement productif? Bien sûr, et j'ai bien l'intention d'ailleurs de les réunir tous on les entend très bientôt. On les entend pas beaucoup. Je trouve que c'est un peu dommage qu'au cours des 2 dernières années, on n'ait pas montré combien ils étaient importants et combien ce sont des relais essentiels dans les différentes régions. Donc je vais faire ce qu'il faut pour les remettre, j'allais dire, dans le mouvement, pour leur redire ma confiance et ma détermination à les faire travailler tous ensemble. Donc, sur la Sfar, il y a en effet un accompagnement aujourd'hui important. Il y a un repreneur, une décision au 16 septembre. On va voir, encore une fois, là aussi, il y a peut-être à voir quelles sont les perspectives un petit peu à plus long terme, mais c'est un dossier qu'on suit de très très près. Quant à Digoin, c'est plus compliqué. Là, c'est la loi Florange qui va s'appliquer pour essayer de voir comment on peut accompagner. J'ai déjà été interpellé. On dit aux téléspectateurs, en quelques mots, ce que c'est la loi Florange. C'est l'obligation qui est faite lorsqu'il y a une entreprise qui se désengage du territoire de chercher par elle-même également des potentiels repreneurs de sites ou d'activités. Mais lorsque l'on met sur Digoin, j'ai déjà... Si elle ne le fait pas, l'entreprise, il se passe quoi? Il y a justement des sanctions, des accompagnements qui sont faits par l'État. Cela étant, sur Digoin, j'ai déjà été contacté par les élus, par la députée Edith Guignot, par le maire de Digoin, là encore à disposition pour travailler avec l'ensemble de celles et ceux qui ont, comme moi, l'envie de relever les manches. On a parlé d'industrie, on va parler un peu de politique, sauf Cyril maintenant. Et pour commencer, on va faire, pour prendre un peu de légèreté, un petit saut dans le temps pour ouvrir ce chapitre. Regardez cet extrait d'archives. Nous sommes candidats avec Bernard Desbrières dans le sillage de la campagne présidentielle de Lionel Jospin. Nous sommes candidats parce que nous voulons travailler pour une France plus juste et pour que notre circonscription s'inscrive dans cette France plus juste. Il est clair que nous voulons représenter l'ensemble de cette circonscription avec l'aspect rural que représente le suppléant et puis la connaissance notamment de l'aspect urbain avec Châlons et sa couronne que je peux incarner dans cette candidature. Je vous laisse rire. C'est sévère. Vous vous souvenez? Oui, parfaitement. Je me souviens très bien parce que c'était la première élection législative à laquelle j'ai participé contre Dominique Perben. C'était une partielle lorsqu'il avait été évacué du gouvernement Balladur. Donc tout ça, je me souviens parfaitement d'une très belle campagne d'ailleurs qu'on avait menée avec Bernard Desbrières. Le jeune militant socialiste s'imaginait ministre? Non, je ne pense pas qu'on est dans ce combat-là et dans cette perspective-là. On est engagé. Voilà, on est engagé pour des idées. Moi, j'ai toujours considéré que mon engagement, il était d'abord sur les valeurs auxquelles je crois. C'est ça qui me paraît le plus important. Ben vous venez sur le terrain des valeurs et en fait, c'est là où je voulais venir après cette archive. Le PS a été dans l'opposition 10 ans, 2002-2012, en gagnant toutes les élections locales, parce que c'est quasiment la règle en France. Et en même temps, on a envie de vous dire, qu'est-ce que vous avez fait au PS pendant tout ce temps-là pour être si peu d'accord sur les grands sujets maintenant que vous êtes au pouvoir? Je serais tenté de vous répondre qu'on a la même réponse qu'aujourd'hui. Quand les aventures individuelles l'emportent sur les enjeux collectifs, on arrive à des situations catastrophiques. Quand je regarde le débat aujourd'hui de la présidentielle, quand je regarde que certains finalement sont déjà dans l'après-débat présidentiel, il ne faut pas qu'on s'étonne que les électeurs... Mais moi, je vous parlais d'idées. Sur un certain nombre de points, par exemple, protectionnisme ou pas, intervention de l'État ou pas, on l'a vu même au moment de la loi travail, on a l'impression qu'il y avait quand même des courants de pensée sur lesquels rien n'a été tranché à l'intérieur de votre parti. Est-ce que c'est la faute de François Hollande, qui a quand même été le premier secrétaire pendant très longtemps de cette période? Il y a toujours eu au Parti socialiste des composantes diverses, avec un socle bien évidemment qui nous rassemble. On ne va quand même pas découvrir aujourd'hui que notre histoire collective, c'est une histoire faite avec des motions, des contributions. Bon. Peut-être que ce que nous n'avons pas fait, mais pour les raisons que je vous évoquais à l'instant, c'est-à-dire parce que les choix se faisaient par rapport aux personnes plutôt que par rapport au fond, ce que nous n'avons pas fait, c'est que nous n'avons pas travaillé sur la redéfinition de ce que c'est qu'être socialiste, social-démocrate pour ce qui me concerne, mais socialiste, dans la période d'aujourd'hui, parce que le monde a bougé. Parce que les rapports ont changé, parce que l'individualisation
qui est le fait majeur, me semble-t-il, aujourd'hui des relations humaines, que ce soit dans l'entreprise d'ailleurs ou que ce soit dans les relations de tous les jours, tous ces éléments-là, ce sont sans doute des aspects que nous n'avons pas assez travaillé collectivement. Et j'espère en tout cas qu'on va s'y atteler. C'est un peu tard, oui. mais il faut toujours essayer de le faire quand même. Bon, les coups les plus durs en ce moment contre le président et contre le bilan viennent de la gauche, avec en particulier Arnaud Montebourg. On va l'écouter, c'était à Frangy-en-Bresse, le jour où il a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle. Je n'aurais pas dû être là, devant vous, à proposer un projet alternatif. Car pour moi, l'alternative était celle que nous avions cru mettre au pouvoir il y a 4 ans. Elle était celle pour laquelle nous nous étions battus pendant des années, que nous avions débattu, travaillé, réfléchi pendant si longtemps et non sans peine. Combien de fois à cette tribune, 4 années plus tard, qui n'éprouve le sentiment d'un gâchis, d'une grande occasion manquée? Ça, on l'entend souvent dans la bouche de gens qui ont voté François Hollande. Ça veut dire qu'il est disqualifié après ça. Le problème, c'est que ces accusations, elles ont été portées dès le début du mandat. Dès le début du mandat. Et qu'on en est arrivé finalement à une espèce de mécanique dans laquelle, logiquement, lorsque l'on soutient une majorité, on met en avant ce qui va bien. On a le droit de critiquer les points sur lesquels on n'est pas forcément d'accord, mais on met aussi en avant ce qui va bien. Moi, j'ai vécu dans la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale 4 ans incessants de querelles à l'intérieur du groupe auquel j'appartiens. Et encore une fois, tout ça, en fait, alimenté par des ambitions. Car Arnaud Montebourg, que nous entendons à cet instant, c'est quand même lui qui a participé de la déstabilisation du gouvernement de Jean-Marc Ayrault pour permettre à Manuel Valls de devenir Premier ministre. Quand je l'entends aujourd'hui critiquer le Premier ministre, je lui dis mais quelle responsabilité. Par ailleurs, quand on a été ministre de la République pendant plus de la moitié du mandat, comment on peut faire pour à ce point se dégager d'une responsabilité collective dans ce qui a été mis en place? Chevènement disait si on n'est pas content, on ferme sa gueule ou on s'en va. Pourtant, il est beaucoup parti. Franchement, Arnaud Montebourg est capable de dire des choses. Bon, à un moment, je pense qu'il faut, encore une fois, intégrer cet élément-là. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin impérativement de retrouver ce qui nous rassemble. Et je suis convaincu que si on enlève les aventures personnelles, il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent qu'on ne veut bien le dire. Est-ce que François Hollande peut être candidat à l'élection présidentielle avec un taux de popularité, ou plutôt d'impopularité, aussi fort aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas tout votre camp qui le met en péril s'il se présente? Puisque dans aucun sondage actuellement, il n'accède au deuxième tour de l'élection présidentielle. Mais pas plus les autres. Ce qui me frappe aujourd'hui dans les sondages, à supposer qu'on puisse se fier aux sondages de cette période, aucun des candidats de la gauche n'est en situation d'être au deuxième tour. Aucun. Et donc je dis très clairement à ceux qui, encore une fois, s'en fichent, puisqu'ils sont sur l'après, moi je ne me résigne pas à ce que l'élection présidentielle qui arrive soit inéluctablement un deuxième tour entre le Front National et un candidat des Républicains. Et encore moins quand je regarde ce que sont les programmes des candidats portés par le parti Les Républicains. Encore moins. Et donc on a une responsabilité collective. Il ne suffit pas de le dire. Il ne suffit pas de se réunir à La Rochelle pour finalement montrer qu'ils ne sont pas capables par eux-mêmes, alors même qu'ils sont sur la même analyse de ce que serait le drame de ce gouvernement. Ils sont sur la même analyse, ils ne peuvent pas se rassembler. Donc la question qui nous est posée, c'est quel est celui qui est le mieux à même, malgré tout, si on veut être objectif dans l'analyse du mandat, avec les points forts, avec les points faibles, quel est celui qui est le mieux à même de porter cette ambition-là? Et moi, je le dis ici, à cet instant, y compris en étant conscient de ce qui se dit dans la population, j'échange avec les habitants. Je pense que le président de la République est le mieux à même pour porter ces rassemblements-là. Par une primaire où le président de la Ve République, il n'a rien à faire dans une primaire avec des députés ou avec des gens comme ça? Je n'ai jamais été un grand fan des primaires, ce n'est pas une surprise. Et je pense très sincèrement que nous aurions pu nous éviter cette organisation-là. Néanmoins, le fait de ce que vous évoquiez, c'est-à-dire, en effet, d'une situation difficile en termes de popularité pour le président de la République, justifie sans doute que l'on ait cette primaire, qu'elle s'organise dans de bonnes conditions, qu'elle s'organise avec la volonté du rassemblement. En tout cas, c'est cela qui me paraît le plus important aujourd'hui.
Après la primaire, est-ce qu'il y a le risque de toute façon que, on parlait de Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure, de toute façon, socialistes sortent de la primaire, Jean-Luc Mélenchon fasse 12, 15, 14, et puis que de toute façon, la primaire n'ait servi à rien parce que la gauche sera de toute façon éclatée puisque des gens ne seront pas passés par la primaire. Il y a une vraie responsabilité collective à ce moment. Car si on veut que la gauche soit durablement éloignée des responsabilités, pas pour nous, pour les valeurs qu'on défend, pour ce que l'on représente, par rapport aussi à ce que défendent les autres, et il n'y a qu'à continuer comme ça. Et je dis, on n'a pas besoin d'aller bien loin, regardez en Allemagne ce qui s'est passé avec Die Linke, qui en fait empêche la gauche. Alors ils ont un dispositif particulier là-bas de coalition qui complexifie le débat par rapport à nous, mais qui empêche la gauche de reprendre finalement à un moment seul le pouvoir en Allemagne. Regardez ce qui se passe en Espagne, regardez ce qui se passe dans les pays. Partout où la gauche s'est divisée, s'est fractionnée, partout où la gauche a joué finalement les aventures individuelles, elle est absente. Et de manière durable. Mais elle sera fractionnée, la gauche. Parce que là, c'est des vœux pieux, mais elle sera fractionnée. Mais sauf si on est capable de s'interroger sur ce que le pays peut gagner à avoir une majorité de gauche, mais une majorité de gauche en phase avec ce qu'est le pays aujourd'hui. Pas une majorité de gauche idéalisée sur des enjeux. Enfin, je reprends une thématique qui est au cœur de mon ministère. La question, bien évidemment, par exemple, faut-il le protectionnisme ou pas le protectionnisme? Enfin, à un moment, moi je veux bien qu'on explique que nous, tout seuls, dans notre pays, Marine Le Pen le fait très bien d'ailleurs, que tout seul dans notre pays, on va pouvoir se défendre contre tous les autres, et sans imaginer que lorsque, par exemple, les chantiers navals de Saint-Nazaire, sur lesquels il y a des carnets de commandes à l'étranger, vont pas à un moment ressentir le contre-coup de ce que serait un repli sur soi. Et je pourrais prendre comme ça beaucoup d'autres secteurs. Le protectionnisme, c'est un thème d'Arnaud Montebourg. Est-ce que vous êtes un peu l'anti-Montebourg? Vous avez été placé là pour ça ou pas? Vous êtes un message personnel à Arnaud Montebourg? J'espère bien que non. Vous êtes dans le même département, on sait que vous vous êtes beaucoup croisés. Donc... Oui, mais non, moi je ne suis pas l'anti-Montebourg. Et pour cause... D'ailleurs, je trouve que dans ce qu'il a mis en place lorsqu'il était au ministère, il y a des choses extrêmement intéressantes. J'ai parlé tout à l'heure des commissaires au redressement productif. Je pense que son combat pour la réindustrialisation de la France est un combat que je veux absolument porter. De la même manière que lorsque Emmanuel Macron a incarné l'industrie du futur, je veux porter ces éléments-là. Mais je ne suis ni Emmanuel Macron ni Arnaud Montebourg. Je ne suis à la fois ni redevable à l'un ni redevable à l'autre, mais en même temps dans une poursuite de l'action gouvernementale qui a des éléments positifs de l'un et de l'autre. Et c'est ça qui va aussi, avec ma personnalité, avec mes enjeux, avec mes priorités, définir l'action qui va être la mienne. On en est loin encore, mais vous êtes député de Saône-et-Loire, il nous reste 40 secondes d'émission. Mais juste pour avoir une réponse, vous serez candidat à votre succession quand les législatives reviendront ou quand on est ministre, on est passé à autre chose? Bon, vous aurez la réponse quand le calendrier du Parti socialiste sera ouvert. Bon, d'accord. Donc pas de réponse pour l'instant. Merci Christophe Sirugue d'être venu inaugurer avec nous ce premier rendez-vous politique du dimanche, en espérant que vous serez chez vous aussi nombreux à nous suivre le dimanche que vous l'étiez le samedi. Tout de suite la météo, le flash d'un mi-journée, puis dimanche en politique continue avec la partie nationale et Pierre Moscovici, le commissaire européen socialiste, qui sera l'invité du jour avec Francis Letellier. Et il connaît bien le sujet d'Alstom puisque c'est un ancien élu du territoire de Belfort. Merci encore Christophe Sirugue, au revoir et bon dimanche.